Madame la ministre, merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole au rapporteur général pour 3 minutes. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les rapporteurs thématiques, Monsieur le rapporteur pour avis, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, dans un contexte politique particulier, nous entamerons la semaine prochaine l'examen du projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2025. Le texte que nous soumet le gouvernement prend acte d'une situation moins favorable qu'attendue et comprend un nombre assez restreint de mesures cherchant à y répondre, de manière limitée aussi. Mon premier constat est évidemment celui d'une dérive des comptes du régime obligatoire de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse, dont le déficit atteindrait 18 milliards d'euros en 2024, puis 16 milliards d'euros en 2025, avant de chuter encore à 19,9 milliards d'euros en 2028. Le temps me manque pour évoquer la dette, tout aussi alarmante, à 3 200 milliards. Les crises sanitaires et inflationnistes sont derrière nous, mais en tout état de cause, ces chocs ne peuvent plus servir d'excuse. Les impasses de financement de la sécurité sociale sont structurelles et les solutions qu'il faudra prendre doivent être des solutions qui doivent être structurelles elles aussi. Alors, Mesdames et Messieurs les ministres, que nous proposez-vous ? Plutôt que des réformes, des rabots, des ajustements qui, tantôt importants et tantôt fort modestes, demeurent paramétriques. Les recettes doivent-elles être un levier de redressement des finances sociales ? Certainement, mais pas en cédant à la facilité d'une hausse immédiate des cotisations qui ensuite fragilise leurs assiettes. Je crains qu'en voulant lutter contre le phénomène réel des trappes à bas salaire, on réduise la capacité de nos entreprises à embaucher et à produire, et je sais que la ministre est sensible à ce point. En revanche, le PLFSS comprend 4 articles soutenant les pensions des agriculteurs et la compétitivité des exploitations. Sur ce sujet, je me réjouis que les combats que nous sommes nombreux ici à avoir portés aient été suivis des faits. Nous serons toutefois attentifs à ce que ces avancées se traduisent aussi concrètement que possible dans la vie de ceux qui nous nourrissent au prix d'une vie de labeur dure et correspondent au calendrier initialement porté. S'agissant de la branche maladie, de bonnes idées sont sur la table, portées par Madame la Ministre, pour tenir compte des conventions récentes, rendre les transports de patients plus efficaces et éviter les pénuries de produits de santé. Toutefois, je ne vous surprendrai pas en soulignant à quel point la hausse de l'ONDAM pour 2,8% est purement faciale. Pour l'ONDAM hospitalier, il passe de 3,01 à 2 si nous retranchons le 1,1 milliard de cotisation de CNRACRL qui est imputé aux établissements. Cette décision constitue pour beaucoup d'entre nous une véritable incompréhension qui devra faire l'objet de plus de dialogue. Nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, nous en satisfaire. Je déplore pour ma part une mesure injuste qui n'est pas à la hauteur des défis de santé publique qui nous attendent pour combler un déficit mal anticipé que nos hôpitaux ne peuvent assumer. 2 milliards actuellement. Toutes les fédérations hospitalières, toutes les structures représentatives des professionnels de santé et des usagers sont dans l'incompréhension. Pour conclure, ce n'est un secret pour personne que les ministres présents aujourd'hui réfléchissent à des économies sur les indemnités journalières et le ticket modérateur. Sur le premier point, je suggère de combiner une autodéclaration pour les arrêts courts avec un jour de carence d'ordre public. Cela responsabilise les assurés, libère du temps médical, allège la dépense de la sécurité sociale et n'augmente ni celle des employeurs ni celle des complémentaires. La seconde idée, à l'inverse, n'a rien d'un gain d'argent. Elle est défavorable au pouvoir d'achat de nos compatriotes, soit qu'ils assument un reste à charge, soit que leur tarif d'assurance, de mutuelle ou de prévoyance soit alourdi. Je pense aussi à nos retraités, aux petites pensions, qui subiront une double peine, le report de la revalorisation de leur pension, et ce doublé d'un reste à charge plus élevé avec les transferts de l'assurance maladie vers le complémentaire. Il y aura un équilibre à trouver. Je compte sur notre commission et plus largement sur notre Assemblée pour trouver sereinement le meilleur équilibre entre l'ardente nécessité de rétablir la trajectoire des comptes et l'excellence de notre modèle social. Je vous remercie. Bon, on a dépassé, mais c'est le rapporteur général. Vous comprendrez que les orateurs suivants... voilà. Ce matin, j'ai laissé parler d'autres orateurs sur d'autres bancs, ils le savent très bien. Mais je vais être obligé d'être beaucoup plus restrictif et respectueux des temps de parole, sinon on ne s'en sortira pas. Donc voilà, le rapporteur général a eu une exception et nous terminons la période des exceptions pour revenir maintenant dans la normalité. Donc je vais maintenant donner la parole aux 4 rapporteurs thématiques. En